Bonsoir. Vous êtes gilet jaune, vous n'êtes pas gilet jaune, vous allez dans une manifestation. Quels sont vos droits? Hier soir à Piolenc avait lieu une conférence donnée par Maître Sophia Albert-Salmeron, Nelly Huet et Mireille Gide, qui répond à beaucoup de ces questions. Si vous êtes victime d'une violence, comment faire pour faire valoir vos droits? Je vous invite maintenant à regarder ce reportage qui va répondre, comme je vous l'ai dit, à beaucoup de ces questions. Et vous aurez même un lien pour vous mettre en contact avec Nelly Huet pour vous permettre de monter votre dossier. Maintenant, je vous laisse regarder ce reportage. Merci à vous et bonne soirée. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu déjà ce soir. Moi j'ai pensé justement organiser cette soirée parce que j'ai pu assister sur Marseille une réunion de Gilets jaunes qui présentait des thématiques, notamment j'avais été à la commission juridique et c'est là que j'ai pu rencontrer Nelly, Mireille et puis aussi Léa qui est au fond là. Et j'ai trouvé très intéressant justement d'apprendre plein de choses là-dessus, sur nos droits, par rapport les interventions policières lorsqu'elles nous arrêtent. Elles abusent sûrement de notre innocence et de toutes ces choses-là. Et je pensais qu'il était important qu'on soit au courant, justement pour savoir quels étaient nos droits, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et les recours par rapport aux plaintes et de faire en sorte qu'on soit mieux respecté par rapport à tout ça. Donc c'était ça la première chose que je voulais faire. Et puis dans un deuxième temps, c'était aussi intéressant justement de mettre en relation nos deux avocats. Donc il y a Sophia et puis Farid qui n'est pas là, mais de mettre en connexion avec Nelly, qui est justement une juriste qui fait des saisines, c'est-à-dire lorsque vous avez observé des choses qui vous a choqué, ou bien lorsque vous voulez déposer de plainte par rapport à certaines choses, des violences, elle a la possibilité justement de faire remonter tout ça auprès du défenseur des droits. D'accord ? Donc c'est pour mettre en lumière tout ce qu'en général la presse nous dissimule. Voilà, donc c'était une double occasion de faire les choses. Donc, d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis donc à votre disposition effectivement pour répondre à vos questions juridiques. Et puis il y aura, je pense, l'intervention, parce que je suis au courant de rien là. J'apprends le thème là à l'instant, mais je suppose que nous allons être plusieurs à parler. Oui. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez commencer à dire quelque chose sur votre thème ou si on commence directement les questions. On peut commencer les questions. Enfin, à part si les gens ne sont pas trop au courant. On va se présenter un petit peu. Ouais. D'accord. Bon, je ne vais pas me présenter. Je pense que à peu près tout le monde me connaît ici. Donc, je vais passer le micro à ma collègue de gauche. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc, moi, je m'appelle Nelly. Moi, je ne peux pas parler, j'ai le rhume. Voilà, bon, il y a Mireille à côté. Si on peut poser juste une question avant ou pas du tout Juste, je finis de me présenter, puis après... du coup, nous sommes là parce qu'en fait, pour toutes les personnes qui ont été victimes, nous avons une possibilité, comme l'a expliqué Jean, de faire remonter les informations et vos témoignages et vos souffrances par le biais d'une saisine. Donc ce soir, effectivement, Jean avait prévenu donc les personnes parce que nous allons faire des saisines un petit peu en direct pour montrer simplement comment le faire. Et une fois que vous avez le mode, en fait, c'est de vous-même, quand soit vous êtes victime, soit vous connaissez des personnes qui sont victimes, qui vont pouvoir le faire. Voilà, parce que nous avons un lien direct et c'est une chance avec le défenseur des droits, M. Jacques Toubon. Je ne sais pas si on entend vraiment. Vous entendez vraiment au micro? Oui. Ma question concernait justement Jacques Toubon, le défenseur des droits de l'homme. Ouais. J'aurais voulu savoir, parce que donc, le gouvernement a été attrapé par l'ONU, par le biais d'une ambassadrice de l'ONU,
on a vu l'intervention, donc qui tape sur le gouvernement français. Jacques Toubon, également défenseur des droits de l'homme, a tapé sur le gouvernement français. Et en fait, là où moi ça me révolte, c'est qu'en fait, il rigole, quoi, au gouvernement. Il rigole de ces interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il rigole, franchement, on les a vus. Voilà, ils les font passer pour des abrutis, ces gens-là. Et moi, je me dis, et moi, je suis au bout de ma vie depuis quelques mois, là, mais là, ça empire, quoi. Voilà, donc, quels sont leurs pouvoirs réels, quoi, sur ce gouvernement? Alors, effectivement, Madame va vous répondre, Madame Huet va vous répondre, mais j'avais quand même une petite précision à vous apporter au sujet du défenseur des droits. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il est nommé par Monsieur le Président de la République. Et donc, lorsque j'ai dit ça, j'ai l'impression que j'ai tout dit. Voilà. À vous de voir ce qui se cache derrière, parce qu'il y a les apparences et il y a la réalité. Donc, dans l'apparence, on peut dire, attention, moi j'ai tapé sur le Président de la République, moi j'ai fait remonter des choses, mais gardez quand même toujours cette prudence, parce que là, de nos jours, elle est de mise et elle est nécessaire, c'est qu'il est bien nommé par le Président de la République. Voilà. Alors, juste, je vais préciser quand même pour le défenseur des droits, puisque nous sommes un collectif, nous l'avons rencontré. En fait, nous avons rencontré ses délégués. Monsieur Jacques Toubon, pour arriver à son poste, lorsqu'il a été nommé, parce que le premier défenseur des droits a été nommé donc, par Monsieur Sarkozy, il est décédé au bout d'1 an et demi de fonction. Et donc, Monsieur Toubon a été mis là. C'est vrai que la magistrature s'est élevée contre lui. Donc des personnes aussi au Conseil constitutionnel ne voulaient pas, vu son passé. Et il a fallu qu'il montre patte blanche pour pouvoir y arriver. Il s'est vraiment battu. J'ai vu les PV d'audition, j'ai eu cette chance-là. Je ne pensais pas qu'il devait à ce point-là se justifier, mais ça a été le cas. Il s'avère que depuis 4 ans, il se bat déjà... Depuis 4 ans, il se bat déjà contre le LBD. Sachez qu'en 2018, janvier 2018, il a fait un rapport qu'en janvier de cette année, il y a toujours, donc il a fait une proposition de loi qui n'a pas été annulée, qui est toujours dans les bacs. Donc, lorsque nous sommes remontés donc, aux défenseurs des droits, c'était parce que nous avons trouvé la possibilité d'imposer le référendum d'initiative citoyenne, et c'était aussi parce qu'on était révoltés par les blessures des victimes. Nous sommes tombés sur une équipe qui est chargée donc, de la sécurité au niveau du territoire, et qui nous ont signalé qu'ils n'avaient que 2 dossiers. C'est pour ça qu'ils nous ont demandé que les victimes fassent remonter en masse, en fait, tout ce qui se passe, de façon à ce qu'eux fassent suivre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'ONU. Le problème, c'est que l'ONU, depuis quelques années, a été vidée de tout sens. Alors oui, effectivement, il y a une alerte qui a été donnée. C'est bien, parce que médiatiquement et internationalement, eh bien, ça a le mérite. Par contre, ça ne fera pas bouger les choses. Par rapport à M. Jacques Toubon, il s'est fait effectivement malmener par le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, tout le monde se moque de lui. Et je pense que ça va nous permettre à nous de pouvoir aussi surfer là-dessus. Parce que finalement, dites-vous bien une chose, c'est qu'on a besoin de lui, mais lui aussi a besoin de nous pour pouvoir faire remonter. Et les équipes... on est monté à 6 personnes. Les équipes que nous avons rencontrées, on en ras-le-bol de la situation. Ce sont des hauts cadres dans l'administration. Je vous donne un exemple. Mireille est là, elle pourra le confirmer. Quand on est rentré, donc ils nous ont accueillis alors qu'on n'avait pas pris de rendez-vous, puisque nous, on était juste là pour faire déposer en fait notre saisine et qui a un impact médiatique. Ils nous ont accueillis, ce qui n'est pas du tout prévu. Hein. Quand on est rentré dans la salle, en fait, on s'est assis, on s'est dit super, ça y est, on est dans la place, on s'enchaîne, on reste. Et on n'avait pas fait attention que derrière nous, il y avait le portrait de M. Macron. Et quand on s'est assis, on était tellement contents. L'une des cadres nous a dit ça ne vous gêne pas qu'il y a l'autre au-dessus de votre tête? Parce qu'on prenait des photos. Et nous, on a dit qui? Et quand on s'est retourné, on a vu Macron. Et spontanément, il nous a dit c'est pas grave, il y a Photoshop. Donc, sachez quand même que ce sont des gens qui sont obligés de garder une réserve. Comme le dit Maître, nous aussi, on a été très méfiants. Ne croyez pas qu'on est allé là-bas comme des neuneux. C'est vrai que sur le moment, on aurait pu dire oui, l'autre, voilà. Hein, mais on s'est bien gardé de le dire parce qu'on ne savait pas si c'était du lard ou du cochon. Hein. Et le fait est, c'est que non, on en est sorti de là quand même quelque chose de très positif. Ils ont fait en sorte de faire que notre demande, j'ai le papier ici,
qu'il y ait une recevabilité et ils demandent en fait simplement des compléments d'information parce que je vous rassure, on n'a pas l'habitude de déposer une saisine pour faire un recours constitutionnel. Enfin, moi personnellement, c'est le premier que je fais, le premier qu'on fait. Et ils ont fait en sorte de nous faire passer même au-dessus du Conseil d'État et que les choses se passent directement avec le Conseil constitutionnel. Là, nous avons un complément d'information à donner. On ne peut plus remonter sur Paris parce que les billets, c'est un peu cher. Hein. Et on leur a demandé s'ils ne pouvaient pas nous payer les billets, ben pas trop. Mais par contre, on va aller sur l'article puisqu'il y a un défenseur des droits qui va en fait compléter notre demande d'information parce qu'il faut citer des exemples. Et ça, effectivement, nous, on a fait au mieux. Il y avait une porte qui s'était ouverte. Et du coup, voilà. Alors, je vais vous expliquer ce que... Je vous en prie. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu d'une chose. Tout le monde a entendu parler des accords de Nouméa. Donc, le peuple kanak a eu la possibilité, en fait, en ayant des morts, effectivement, de pouvoir avoir une autodétermination dans leur avenir. Pour ça, les politiques ont permis au Conseil constitutionnel de faire une ouverture de droit. Et effectivement, ils avaient un programme. Alors, pour ceux qui suivent un peu, l'année dernière, le 18 novembre 2018, c'était la dernière fois qu'ils allaient au référendum, enfin, au vote, pour savoir s'ils restaient français ou pas, puisque c'était la dernière question, il y avait tout un programme. Je sais que certaines des questions avaient été plus ou moins repoussées, mais en tout cas, dans l'ensemble, ils devaient déterminer si effectivement le nombre de Kanak qui devait être dans les administrations, comment les TVA devaient être appliqués, il y avait plein de choses comme ça. Et à chaque fois qu'est arrivé cet événement que le peuple kanak, la Nouvelle-Calédonie devait voter, à chaque fois le Conseil constitutionnel a rappelé qu'il restait territoire français, que le territoire français était indivisible et que le fait qu'il y ait une indivisibilité, ça créait forcément une unicité. Donc, quel que soit en fait le contexte historique, culturel, il restait territoire français. Donc nous, on est parti du principe qu'à partir du moment où la Nouvelle-Calédonie, mais ça s'est passé également pour les îles de Barthélemy, à partir du moment où ils ont eu droit à un référendum, pourquoi nous, qui sommes aussi peuple français, qui faisons partie du territoire français, nous n'avons pas droit? Eh bien, figurez-vous que notre demande, elle a été ce qu'on appelle, elle a eu une recevabilité. Donc effectivement, on a cette possibilité de pouvoir demander un référendum d'initiative citoyenne directe, nous on l'a appelé comme ça. Donc ils sont en train de l'instruire. Donc après ça va passer au Conseil constitutionnel et là c'est vrai que le travail va être plus compliqué parce que ça sera à nous tous de faire le cadre pour éviter qu'effectivement les politiques ne s'en accaparent tout simplement. Mais effectivement, à partir du moment où il y a des territoires qui sont considérés comme français, même s'ils sont dans les dom-toms, ils restent territoires français. Ils ont eu un accès au droit, et pourquoi nous, on ne peut pas l'avoir? Voilà. La question, elle a été posée on s'est appuyé sur des articles de loi. Voilà. Donc c'est sûr qu'on a fait vite, parce qu'on a trouvé cette possibilité. Les gens qui ont travaillé sur l'article 3, j'en connais pas mal, donc les premiers qui ont travaillé sur l'article 3, ils ont fait un travail extraordinaire, mais c'est vrai qu'ils nous ont prévenus en nous disant que le problème, c'est qu'ils ont trop tardé. Et résultat, eh bien, en face, ils ont pu trouver la parade. Ensuite, comme vous le savez tous, on a le référendum d'initiative populaire qui ne sert strictement à rien, puisque de toute façon, on a 477 députés de La République En Marche. Même s'il y a certains politiques qui ont posé des motions de censure, c'est passé à l'as. Au moins, ils ont eu le mérite de le faire. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, nous, on est là ce soir pour faire la saisine, pour recueillir en fait tous les témoignages, les documents des victimes, et on l'enverra directement en fait au défenseur des droits, donc à l'équipe du défenseur des droits, qui est Madame Faury, qui s'occupe en fait, elle est, je vais vous dire si tu peux m'ouvrir, que nous avons eu le plaisir de rencontrer. Estelle Faury, donc elle est juriste, déontologie de la sécurité, protection des droits, affaires judiciaires. Voilà. Et elle s'occupe spécialement de ça. Et je dois vous dire notre étonnement lorsqu'ils nous ont demandé qu'on fasse remonter les affaires. Ils savent qu'il y a des dénis de droit. Ils savent également qu'il y a des gens, on leur empêche même de poser plainte, mais ils n'avaient que 2 affaires. Voilà. Donc, ils nous ont expliqué aussi que d'une certaine façon, que quand il y a un envoi direct, ça évite un petit peu, comment dire, toutes les méandres et toutes les perditions de dossiers comme ils ont pu avoir jusqu'à maintenant.
Oui, je vais juste rebondir sur une chose, c'est que toute action est utile. Il faut bien entendu faire toute action possible. En revanche, si vous avez été victime, cela ne vous dispense pas d'aller déposer plainte, bien entendu, et au bout de 3 mois, parce que moi je me doute bien que le procureur de la République ne donnera pas suite, eh bien il faut attendre ce délai de 3 mois, et face à l'inertie du procureur de la République, à ce moment-là, vous pouvez déposer plainte en vous constituant partie civile devant un juge d'instruction. En quoi c'est important ? Tout simplement parce que le juge d'instruction déjà est un magistrat du siège, ce n'est pas un procureur qui est soumis à l'exécutif et donc qui est à la botte de l'exécutif, mais en plus ça vous donne la qualité de partie à la procédure et vous pouvez vous demander à ce juge d'instruction tous les actes d'enquête qui vous semblent utiles pour la manifestation de la vérité, donc dans les blessures que vous avez subies et donc vous avez été victime. Voilà. Concernant le déni de droit, il est évident que ma qualité d'avocat, je n'ai pas du tout la même vision que Madame Huet, dans le sens où le déni de droit, on l'apprend parfaitement à la faculté de droit, ce n'est pas une voie qui puisse être ouverte sans que vous ayez, vous, épuisé les voies de recours en France. On ne peut pas dire, par exemple, à des instances internationales ou européennes, je fais l'objet d'un déni de droit, alors que vous n'avez pas saisi nos instances. C'est logique. Donc on va vous dire, attendez, vous dites que les magistrats de France ont commis sur votre affaire un déni de justice, puisque c'est comme ça que ça s'appelle pas un déni de droit, mais un déni de justice, et sans avoir saisi ce magistrat. Donc soyez attentifs, c'est pour ça que je vous dis que toutes les actions sont utiles. Il faut bien évidemment alerter, si vous le souhaitez, les instances européennes et internationales, mais n'oubliez pas les nationales, sinon ça va être une porte fermée. On va vous dire, attention, vous n'avez pas saisi les instances nationales. Donc vous ne pouvez pas parler aujourd'hui de déni de justice. Voilà. Oui, alors, bien sûr. Alors oui, effectivement, je n'ai pas précisé que toutes les actions au niveau de la saisine, c'est pas parce que vous faites une saisine qu'il ne faut pas aller porter plainte. Hein. Quand, surtout, principalement, ça n'empêche pas, c'est que toutes les procédures, en fait, elles se suivent. Et au contraire, plus vous allez en faire, si vous avez la possibilité, mieux ça sera, je veux dire. Par contre, quand on parle de déni de droit, nous, quand on l'a mis dans le référendum d'initiative citoyenne directe, c'est qu'on a expliqué simplement qu'on nous refusait le droit d'un référendum d'initiative citoyenne directe alors qu'on l'accordait à d'autres personnes. Et c'est pour ça que nous, dans notre saisine, en fait, pour le référendum d'initiative citoyenne directe, où on a eu une recevabilité, on a parlé d'un déni de droit. Alors, c'est vrai que question pénale, comme l'explique très bien Maître, il faut avoir fait plusieurs recours avant de dire qu'on vous offre pas, enfin qu'on vous refuse le droit. Par contre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, par exemple, sur Istres, parce que nous, on a des cow-boys à Istres, qui refusent que les gens portent plainte. Voilà. On en a énormément, sur Marseille aussi, et apparemment, ça ne gêne pas le juge. Je vais vous répondre. Ouais. Donc ça devient du grand n'importe quoi, et voilà. Alors, c'est tout simple. Que ce soit la gendarmerie ou la police, aujourd'hui, ils sont soumis au même code de déontologie. Ils ont une charte commune. Ça veut dire que l'article 5 de leur charte commune les oblige à recueillir toute plainte. Donc, si même en invoquant cet article 5, on refuse de recueillir votre plainte, eh bien, là, on tombe sur le coup de la loi pénale, et à ce moment-là, vous pouvez enregistrer. Vous enregistrez le refus de cette plainte par l'officier de police judiciaire, et à ce moment-là, vous portez plainte directement entre les mains du procureur avec copie de cet enregistrement. Ce qui va avoir pour effet, même si le procureur ne vous répond pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de se retrouver devant un juge d'instruction, devant lequel non seulement vous allez pouvoir porter plainte devant l'officier de police judiciaire qui vous aura refusé votre audition, et en plus, vous retrouverez devant lui pour votre plainte initiale, c'est-à-dire vraiment les faits pour lesquels vous aviez entendu porter plainte. Moi, j'aurais une question. Oui. Juste, je pose une question sur Istres. On a une personne qui, on lui a refusé une première fois de porter plainte. Il y est retourné.
il a évoqué donc l'article 4, l'article 5, en fait, il arrive avec tout un tas de papiers, on lui a refusé. Et malgré qu'il a parlé effectivement de vouloir enregistrer sa plainte, on lui a refusé. Il a écrit au procureur, le procureur a fait ça d'un revers de main, mais en fait, il est allé, donc il a saisi, il a vu avec un avocat pour saisir le juge d'instruction, l'avocat n'a pas voulu continuer. Voilà, parce qu'il a eu des pressions. Et c'est vrai que par chez nous, on en a de plus en plus. Quoi. Et le fait que c'est passé une première fois, eh ben, visiblement, le fait que l'officier de police judiciaire n'a pas voulu faire les choses, ni enregistrer sa plainte, rien du tout. Ils sont menacés de garde à vue. Et donc, ils sont menacés de garde à vue, s'ils veulent porter plainte. Donc, c'est vraiment le monde à l'envers. Et apparemment, donc du coup, c'est vrai que le recours, c'est difficile pour ces gens-là. Donc, si vous avez une idée. Alors, vous l'avez compris, quand je vous disais enregistrer, c'est enregistrer le refus. Donc Oui. là, vous arrivez, Discrètement. vous arrivez à la police ou à la gendarmerie, sans dire bien entendu que vous avez appuyé sur le bouton enregistreur. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne ce confrère qui n'a pas voulu suivre l'affaire, bon là, on n'est pas dans le cadre du droit. Je ne peux pas répondre à une question qui concerne un confrère. Quels sont les motifs qui l'ont poussé à abandonner cette affaire? Ça, je n'en sais rien. Voilà. Changer d'avocat. On a cherché, mais c'est compliqué. Oui, alors je rappelle quand même qu'il y a cette page Facebook Robe Noire et Gilet Jaune. Voilà, vous pouvez poster votre demande selon l'endroit où vous vous trouvez, où vous habitez. Et à mon sens, s'ils sont inscrits sur cette page Facebook, c'est bien que si vous postez une demande, ils vont prendre votre dossier, ils vont aller jusqu'au bout. Il pose une question. Oui, je crois qu'il n'a pas Le jeune homme, Alors, moi j'avais. un gilet jaune. Tiens donc. Moi j'avais juste une petite question par rapport à cette procédure du refus, de l'article 5, tout ça. Comment vous voulez que nous, on puisse imaginer qu'un OPJ va enregistrer notre refus, écouter ce qu'on a enregistré, tout ça, en sachant que les personnes à l'accueil n'ont même pas voulu prendre notre plainte. Et puis, je pense que comme l'a dit la dame là, si on évoque l'article 5 et qu'on monte l'enregistrement, le seul truc qu'on va recevoir, même s'ils n'ont pas le droit, c'est un bon coup de pied au derrière et merci à rentrer chez vous. Quoi. Non, je crois que vous n'avez donc pas compris ma réponse. Ce que je disais, c'est que s'il refuse de recueillir votre plainte, vous enregistrez ce refus. Oui, c'est-à-dire vous appuyez sur votre bouton. Et ensuite, vous transmettez votre plainte directement au procureur et non pas à l'OPJ, au procureur, avec copie de cet enregistrement sur une clé. Il ne vous répondra pas, puisque d'ailleurs ça confirme mes dires tout à l'heure, les procureurs ne poursuivent pas. Vous attendez gentiment votre délai de 3 mois, passez le délai de 3 mois avec votre accusé de réception, donc qui est la preuve que vous avez bien porté plainte entre les mains du procureur. Vous déposez une autre plainte devant le doyen du juge d'instruction, avec, toujours pareil, la copie de votre enregistrement. Et là, vous pouvez demander tous les actes qui vous semblent utiles, y compris votre audition, l'audition de la personne qui vous a refusé, mais aussi la personne qui vous aura blessé, si c'est pour des blessures, par exemple. Ben, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. Imaginons manifestation pour une raison X ou Y, que je sois coupable ou pas. Je me prends un tir de flashball dans la tête alors que c'est interdit, je perds un œil et le CRS, comme on en a vu certains, n'ont pas de matricule. Comment on peut se débrouiller pour l'identifier à partir de ce moment-là, alors qu'on en voit qui sont cagoulés et sans matricule ou alors bien cachés avec le scratch bien au-dessus des numéros? Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Il y a des caméras de vidéosurveillance. Vous me dites à raison qu'ils sont couverts, d'accord? Ils sont cagoulés, on ne peut pas les reconnaître. Toutefois, dans les forces de l'ordre, chacun sait où il est à chaque instant. Ça veut dire que dès lors que vous aurez récupéré cet enregistrement de la caméra de vidéosurveillance, eux, bien entendu, ils ne vont pas prendre pour les collègues, ils vont dire non mais moi c'est pas moi qui étais au milieu, moi j'étais sur la gauche, et puis le capitaine, lui, il pourra confirmer ou infirmer. Donc on saura exactement qui était et à quel endroit. Il ne faut pas croire que les forces de l'ordre se déplacent comme ça au hasard.
elles sont toujours en équipe, elles ont des ordres de se déplacer, et celui de droite, celui de gauche, comme celui du milieu, est connu par sa hiérarchie. On sait exactement qui est où. D'accord, ok, merci. Voilà, je vous en prie. L'état d'ordre de l'épidémie, il est signalé. Oui, bien sûr, ça aussi, il y a les numérotations. Il ne donne pas n'importe qui. Tout à fait. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que souvent sur les manifestations, vous avez beaucoup de gilets jaunes qui filment. Et c'est vrai qu'on a des vidéos, et souvent ces vidéos permettent de sauver des situations, alors que les policiers disaient qu'ils avaient été fracassés ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas vrai du tout, parce que c'était plutôt l'inverse. Donc ça aussi, c'est de faire appel un petit peu à tout le monde. C'est vrai que la seule arme que nous avons, les gilets jaunes, c'est notre gilet, et notre arme de destruction massive, c'est notre portable. Et heureusement que nous l'avons. Quand on nous met pas des Et coups de notre matraque meilleure dedans. arme, c'est notre courage, bien entendu. Courage aussi, oui. Bien sûr. Mais ça fait partie des choses. Bonjour. Bonjour. Oui. Il y a un truc qui est un peu flou pour moi en fait. On dit qu'en France on a le droit de manifester et apparemment il y a 15 jours sur Avignon on s'est fait gazer sans raison valable, enfin il n'y avait aucune agression et je voulais savoir en fait légalement si on avait le droit ou pas parce que j'ai l'impression que ça change. À une époque on avait le droit, maintenant on n'a plus le droit. Et voilà, si jamais on serait interpellé par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que c'est vraiment interdit? Est-ce que c'est vraiment légal? Enfin, c'est un peu flou quoi. Alors, sur Avignon, il y avait des interdictions. Il faut savoir qu'effectivement, vous le savez, je ne vous l'apprends plus, le droit de manifester est un droit fondamental, constitutionnel, mais il est également reconnu au niveau européen et international. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, on vous interdit des artères, des centres-villes, c'est-à-dire que la préfecture prend des arrêtés sur ordre, bien entendu, du ministre de l'Intérieur. Et puis aujourd'hui, vous vous retrouvez à devoir manifester dans des rues qui n'ont aucune importance pour vous, ou en tout cas qui ne peuvent pas marquer le coup, marquer votre action. Donc là, tout est légal actuellement, dans le sens où avant, ils interdisaient les manifestations. Aujourd'hui, ils sont malins, puisqu'ils font la distinction juridiquement. Ils interdisent les manifestations, mais aussi les rassemblements. Oui, ils nous ont éparpillés dans Avignon dès qu'on se rassemblait un petit peu. Donc, Voilà, en fait, dès qu'il y a un rassemblement, vous tombez sous le coup de l'interdiction. Mais est-ce que c'est du coup légal? Enfin, est-ce qu'eux, ils ont le droit d'interdire ça quoi? Ah ben du coup, c'est légal, bien entendu. D'accord. Et oui, du coup, c'est légal. C'est pour ça que moi, je me bats pour vos droits et libertés aussi. Parce qu'à partir du moment où on interdit un droit aussi fondamental et essentiel, c'est qu'on a tout perdu et qu'on n'est plus dans un état de droit. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on touche nos libertés, nous ne sommes plus dans un état de droit. Aujourd'hui, que font-ils? Ils touchent à toutes ces libertés et moi, je peux vous assurer une chose, ce n'est que le début. Donc, réfléchissez bien, réfléchissez bien. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer, que je ne donnerai pas ici, parce que justement, il y a des lives, il y a la caméra, mais réfléchissez bien aux rendez-vous qu'il ne faut pas manquer prochainement. Voilà. Parce que, de toute façon, il n'y a pratiquement plus d'armes légales aujourd'hui pour vous protéger ou pour vous défendre, ou pour faire respecter vos droits essentiels et fondamentaux. Le problème, c'est qu'on est de moins en moins du fait que voilà, ce soit interdit, des risques qu'il y a sur les manifs, donc à terme, enfin, on commence à être de moins en moins nombreux. Quoi. Ouais. Oui, je sais, ça c'est un problème aussi. Où est le peuple? Le peuple a peur, le peuple en a marre aussi. C'est ça. Voilà, ils ont plus de puissance que nous, faut le faire. Voilà. On n'est plus en démocratie. Voilà. Comme vous disiez, le téléphone portable, malheureusement, c'est petit comme arme. Quoi. Oui, Voilà. C'est une arme, j'ai eu quand un même. policier qui m'a dit que c'était une arme de destruction massive, un CRS qui m'a... Pardon. J'appelle le portable arme de destruction massive, c'est parce qu'on était sur Marseille et que je filmais, comme la plupart d'entre nous, et qui m'a dit ce que vous avez là, vous là, hein, c'est une arme de destruction massive. Donc spontanément, j'ai regardé derrière moi, parce que moi, avec mon petit micro, voilà. Par contre, ce que je voulais vous dire, ne désespérez pas, parce que nous, on a vu, on a le courage chevillé, et surtout, c'est qu'on veut vivre. On en a marre de survivre.
On est tous dans des situations, on a tous vécu des choses, même nos défenseurs sont en train de se faire matraquer dans tous les sens. Donc effectivement, on n'a plus de droits et c'est que le début, comme explique... par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on s'est aperçu qu'on fait beaucoup de manifestations locales. Je vous donne un exemple sur Istres et Miramas. En fait, on s'était organisé, c'est-à-dire que même s'il y a les rassemblements le samedi après-midi, eh bien, il y a des marches sur Istres et Miramas parce qu'il y a des personnes qui ont peur d'aller effectivement sur les grandes villes, peur de se faire matraquer, parce qu'ils n'ont pas la possibilité financière aussi d'y aller. Et que finalement, on s'aperçoit que les gens interviennent, manifestent aussi dans ce sens-là. Il y a aussi les dimanches aussi pour ceux qui ne peuvent pas et on essaie de s'adapter en fait. Après, on voit de plus en plus de personnes revenir parce qu'effectivement le gasoil a monté. Ça fait 4 mois qu'il est en train de nous associer avec toutes ces mesures. Et petit à petit, les gens, en tout cas pour une partie, reviennent, ou ceux qui n'étaient pas commencent à venir prendre l'information. Donc c'est sûr qu'on tient. On tient aussi parce il le faut, et que ce soit pour nous, pour la planète ou pour nos enfants. C'est un peu ce qu'on fait en fait. Les dimanches matins, on fait des petits déjeuners citoyens pour tous les dimanches. Donc voilà, d'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Et on essaye de recruter, de faire ouvrir les yeux aux gens. On n'est pas une armée, hein, mais sur Piolenc ici, juste ici, voilà. Et là, voilà, on fait tous le même combat, on en a un peu marre, et bon, on en a beaucoup qui sont partis par rapport à ceux qu'on avait le 17 novembre. On commence à avoir une image négative, et ça j'en ai marre, parce que je vous apprends rien. Hein. On essaie d'arranger le quotidien de tout le monde, des retraités, et là, on regarde les médias, tout ça, tout me tombe dessus. Voilà, la manifestation à Avignon, ça avait des airs de défaite, mais mine de rien, la ville a été bloquée par les CRS, donc ça, respect à eux. Ils bloquent. Ouais, non, ça c'est un scandale. Franchement, les citoyens d'Avignon étaient scandalisés de... Ça va peut-être leur faire le Voilà, c'est ce que je me dis, mais voilà, vivement que le gazole soit 4 €. Voilà, on va gagner des semaines. Il y a le monsieur au fond. C'est le micro. Comme moyen de recours, moi j'avais imaginé, j'avais travaillé sur la fiscalité, faire 12 tranches, que ce soit plus progressif, arriver jusqu'à 70%. J'ai travaillé sur pas mal de choses. Et moi j'avais demandé à TAC qu'ils essayent de faire le travail, parce que moi j'en ai pas la capacité, avec le monde associatif, tout ce monde en mouvement, etc., de faire une pétition bien ficelée sur la fiscalité, parce que ce qu'ils vont nous sortir là, c'est du n'importe quoi, se disant il faut baisser les impôts. On n'est pas que sur le sujet-là, vous comprenez? Mais faire une pétition bien ficelée avec le monde associatif, avec les gilets jaunes, avec tout ça, et imaginons que ça fasse 2 millions, entre guillemets, par Internet, c'est relativement facile. Imaginons que ça fasse 2 millions. Et à la limite, si on avait pu la faire avant le grand débat de Macron, entre guillemets, et avant le final du grand débat, maintenant ils vont faire exactement ce qu'ils veulent, qu'aurait fait le pouvoir avec une pétition de 2 millions, ou plusieurs pétitions bien ficelées. Je pense qu'ils s'en seraient moqués. Seulement, ça aurait quand même montré au peuple et aux médias qui éventuellement auraient pu relayer que le pouvoir, il se moquait du peuple. Il se moque vraiment, mais il y en a plein qui ne sont pas présents. Donc une pétition bien ficelée, c'est plus facile à faire. Elle est toujours dans les manifs, ceci, cela. Moi, je l'ai fait à une époque, j'y vais plus maintenant, je fais autre chose, d'accord? Mais c'est une solution aussi. Quelque chose de bien ficelé sur un bon contenu et que ça fasse boule de neige. C'est jouable. Et on ne s'épuise pas. Alors, par rapport aux pétitions, vous avez tous... bien trouver. Vous connaissez tous Priscilla Ludowski. Elle est à 5 millions. 5 millions sur des pétitions où elle a eu effectivement des économistes, tout ça, qui ont fait. Le problème, c'est que l'Assemblée, comme c'est constitué en ce moment, c'est vrai que même si vous faites toutes les pétitions du monde, j'ai été parmi les premières à souhaiter qu'il y ait des pétitions, des trucs comme ça, mais bon, voilà. Par contre, il y a des pétitions qui avancent, il y a eu des pétitions qui ont été envoyées à l'ONU, il y a eu des gens qui sont allés porter des dossiers à l'ONU. Et ce que disait l'avocate, c'est vrai que tout ce que nous allons pouvoir faire, c'est autant de petits galets
qui va nous permettre de construire ensemble quelque chose. Et c'est comme ça qu'on va essayer, c'est ensemble. Vraiment le mépris du pouvoir, entre guillemets, pour les citoyens. Même les pétitions, ils s'en moquent. Tout à fait, monsieur. C'est pour ça que je sais que la pétition apporte quoi que ce soit. Le mépris est tellement grand maintenant que c'est... Il y a 5 millions, 5 millions. Oui. Alors, pour moi, toutes ces idées... Mais c'est encore le même. Je parle beaucoup. Toutes ces pétitions, tout ça, c'est une très bonne idée pour moi. Mais pour moi, il faudrait commencer par un basique. Ça serait informer, enfin du moins réinformer le peuple. Parce qu'aujourd'hui, entre les pseudo-grands débats de Macron, les pseudo-passages à la télé ou sur TF1, et les pseudo-médias qui disent qu'on est tous des casseurs d'extrême gauche, d'extrême droite, d'extrême je sais plus trop, et qu'on est juste là pour foutre le bazar. Je vais vous donner un exemple. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'étais au bureau, on mangeait, et sur 10 personnes, il n'y avait que moi qui était entre guillemets gilet jaune, et j'en prenais de tous les côtés, et vous êtes complètement niais, et vous faites que casser, et regardez le pauvre monsieur qui s'est fait casser son kiosque sur les Champs-Élysées et tout. Je leur ai dit, ok, très bien, trouvez-moi quelque chose, par exemple, pour arranger le pays, arranger la situation, puisque nous, les gilets jaunes, visiblement, pour vous, on n'est pas capable de faire grand-chose. La première réponse qu'ils m'ont sortie, c'est des référendums. Alors que c'est une des premières, une des nouvelles premières revendications des gilets jaunes, le RIC. Le problème, c'est qu'on désinforme le peuple et on le manipule pour faire croire que les gilets jaunes sont les méchants, en fait. Et pour moi, il faudrait repartir là-dessus, réussir à réinformer le peuple et à sortir ce cliché du gars qui a juste un gilet jaune et qui ensuite est cagoulé avec un casque de ski et une barre de fer pour aller matraquer du CRS. Il faudrait partir de ça. On met des fleurs rouges. Oui, on met des foulards rouges. De toute façon, monsieur, l'histoire nous apprend qu'il n'y a pas 3 milliards de solutions, il n'y en a que 2. C'est soit vous faites une guerre médiatique, et effectivement, là, vous allez dire, on a de plus en plus de soutien de la population, soit vous faites une insurrection. À un moment donné, il faut choisir. On n'a pas trop le choix. Voilà. Quoi qu'il en soit, on n'a plus confiance déjà au gouvernement. Donc, on a notre chanson, notre rythme, c'est aux armes citoyennes, il me semble. Et voilà. Au téléphone, quoi. C'est ça. Aux armes. Vous savez, moi je dis souvent que quoi qu'il en soit, le mouvement des Gilets jaunes, vous avez déjà gagné. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous ne gagnez pas maintenant, Macron, il ne va pas rester le président de la République à vie. Quand il va partir, et que les autres vont se présenter, et qu'ils auront, pendant toutes ces années, critiqué la manière dont on a été, nous, traités, ils ne vont pas pouvoir faire la même chose. Comprenez bien. Donc, quelque part, on aura déjà gagné. Parce qu'ils ne pourront pas dire tout et son contraire. En tout cas, pas totalement. Donc, il y aura un après-Gilets jaunes, forcément. Si ce n'est pas maintenant, ça sera dans 2 ans et demi. Ça ne sera pas la même erreur. Ça ne sera pas la même erreur. Voilà, exactement. Monsieur, vous voulez le... Est-ce que ça compte? Non, il est souvent une grande gueule pour Alors, moi, je vais le prendre de Je confirme. Sophia, tu dis qu'il y a que 2 solutions. Moi, j'en vois une troisième. Concernant les forces de l'ordre, pour avoir discuté avec certains qui ont été attrapés, mis en garde à vue, qui ont discuté avec des policiers ou des gendarmes. Donc les forces de l'ordre, il faut le savoir, je ne vais pas donner un pourcentage, je ne sais pas, mais beaucoup se sentent comme nous, quoi, hein, l'âme d'un gilet jaune, parce qu'ils vivent la même vie que nous. Quelque chose qui leur fait énormément mal en manif, alors, je sais, je suis toujours un peu optimiste, mais c'est lorsqu'on les traite en fait de tous les noms et avec leur mère inclus, du coup ils ont du mal à supporter ça parce que malgré tout ils sont aux ordres, ils pensent, je pense que ces gens-là qui sont plutôt gilets jaunes dans le lab, même s'ils ont un habit bleu, ne font pas de zèle en cas d'arrestation ou de voilà. Cela, je ne pense pas, pour avoir discuté moi-même avec certains sur Valence, certains CRS, moi, alors j'ai pas d'enregistrement, mais moi certains CRS m'ont dit ne lâchez rien, ne lâchez rien.
Alors, moi, je leur ai répondu comme vous, ouais, mais vous êtes en face, enfin, les gladiateurs, c'est compliqué, quoi. Mais ils m'ont bien répondu que eux, dans ces cas-là, ils ne font pas de zèle. Ils interpellent, mais ce ne sont pas ceux qui vont matraquer comme des abrutis, comme le font certains autres. Voilà, donc ça, on a eu dans l'idée, avec le QG de Bolène, de monter des marches, mais plutôt pacifiques. Je pense que ce qui fait peur à la population, c'est la violence, la répression. Ça a énormément éloigné les gens des manifs, on le voit, certains ne veulent plus y aller. Moi, perso, le samedi, quand j'y vais, moi je pensais être comme à peu près tout le monde, j'ai la boule au ventre, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc, mais il faudrait essayer Bon, après, il y a des sittings qui ont essayé d'être faits sur Paris, on les a interdits de faire. Laetitia Ludowski voulait faire des sittings. Mais voilà, je pense que c'est plus dans cet axe-là, parce que partir au conflit, c'est soit on part au conflit, c'est-à-dire on prend des armes et on y va, on ne peut pas y aller à demi-mesure, comme on fait tous les samedis, on se fait démonter. C'est soit on dit insurrection, on prend les armes et ça tire dans tous les sens, soit pour que le peuple vienne nous rejoindre plus nombreux, il faut qu'il y ait que le mouvement se pacifie. J'ai vu quelques vidéos. C'est la première solution, ça. Oui. Le pacifisme. Après, en termes citoyens, c'est une image. D'accord. Non, mais après, il y en a une autre qui prendra plus de temps, mais il y en a une autre. Il y a des graines qui sont posées dans tout le pays, et celles-là, elles vont germer, quoi. Donc ça, c'est une autre façon de finir par prendre le pouvoir. On va déjà le prendre localement. Je travaille dans un groupe de citoyens, on travaille sur les municipales. Ça fait peur, beaucoup, je dis jeunes, là, c'est de la politique. Alors on en fait tous, dès qu'on se lève le matin, on fait tous de la politique. Donc énormément de listes citoyennes vont être mises en place ici dans le département du Vaucluse, dans des petits villages, ainsi que dans des grandes villes. Sur ces listes-là, on ne sait pas qui il y aura, puisque ce sont des citoyens qui vont être tirés au sort dans les listes électorales. Moi, perso, la place de maire ne m'intéresse pas, et le pouvoir ne m'intéresse pas. Donc moi, je vais monter le bébé avec certains citoyens, et après, si certains ici sont d'accord pour nous aider à monter, à préparer ce bébé, vous êtes les bienvenus. Du coup, ça sera une façon aussi, plus tard, petit à petit, en démontrant que c'est possible sur le local, de pouvoir le prendre au niveau national, le pouvoir. On y arrivera petit à petit. La manière forte, ça va être compliqué. Et pour revenir sur ces marches, je pense qu'on arrivera à faire redescendre le peuple quand on ne prendra plus de coups de trick, en fait. Voilà. Oui, je pense que le problème de ce mouvement, c'est qu'il y en a qui ne peuvent pas attendre parce qu'ils meurent de faim. Oui, non, mais... Et que mettre en place ce système-là, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà. Non, mais... Je le conçois. Oui, c'est ce que je dis. Alors, moi, je suis ni riche ni pauvre. Je suis, j'allais dire, comment je pourrais me définir classe moyenne. Voilà, classe moyenne, plutôt basse que plutôt haute. Non, mais voilà, c'est juste pour dire, quoi. Je mange, mais pas plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est ce que je dis à certains citoyens qui sont démocrates dans l'âme et qui, eux, ont du pouvoir d'achat. Moi, déjà, ces gens-là, je les admire parce que finalement, ils sont toujours à l'abri du besoin, mais ils sont démocrates dans l'âme. Et moi, ces gens-là, je les admire beaucoup plus que quelqu'un qui meurt de faim, qui le fait parce qu'il meurt de faim. Voilà. Et du coup, je leur dis tout le temps, des fois, tu parles comme ça, parce que tu vis et tu survis pas. Mais c'est une solution de petit à petit d'arriver à prendre le pouvoir, même si, sur la route, oui, il y en a qui vont mourir de faim entre-temps, quoi. On le sait. Je crois que dans toutes les solutions envisagées, c'est la prise de pouvoir qui l'est aussi. Oui, mais c'est le pouvoir pourquoi? Parce que si on dit pas pourquoi derrière, ça sert à rien. Voilà, exactement. Le pouvoir pour le pouvoir, ça sert à rien. Pour une société meilleure, pour un meilleur partage. Il faut sortir les pourris et donner à manger au peuple. Oui. Les prochaines élections, je pense que c'est la même chose. Le nouveau président, que ce soit le même pion parmi tant d'autres. Ils ont le pouvoir, ils sont en place, ils sont bien. C'est ça qu'il faut faire tomber, je pense. Mais bon. Alors, je voudrais vous annoncer quand même, il y a eu un rapport d'observation des inégalités. Juste pour vous donner les chiffres, le nombre de personnes pauvres a augmenté de 600 000 en 10 ans, c'est-à-dire de 4,4 millions à 5 millions.
Au cours de la même période, le taux de pauvreté est passé de 7,3% à 8% de l'ensemble de la population. La décennie 2000 et plus encore la crise déclenchée en 2008 ont marqué un retournement historique de la tendance. La pauvreté ne diminue plus en France. Voilà. Donc, c'est pour rebondir à ce que disait Sophia, c'est qu'il y a des gens en France qui vivent avec 400 € par mois. On a des femmes et des enfants. Il y a 3 mois en arrière, un petit garçon de 7 ans est mort dans la rue. On a des gens qui meurent de faim. La Fondation Abbé Pierre et toutes les associations ont tiré les sonnettes d'alarme depuis tellement d'années. Simplement, ça n'intéresse pas. Quand vous voyez, vous avez dû entendre le chiffre, donc la ligne médiane du seuil de pauvreté. Il faut quand même savoir qu'en France, le seuil de pauvreté, il estime à 800 et des brouettes, 845 € exactement. Or, dans l'Union européenne, le seuil médian est à 1200. 1200 €, c'est-à-dire qu'en gros, nous sommes à 50%. Même si ça me fait mal de parler de seuil médian de pauvreté, parce que derrière ça, il y a des vies brisées. Donc nous sommes à 50% à peu près de l'Union européenne et la France ne veut absolument pas s'appliquer. C'est-à-dire qu'elle ne veut absolument pas que son seuil médian de pauvreté passe à 1200 €, c'est-à-dire comme ça se passe au niveau de l'Union européenne. En France, c'est inadmissible que des gens n'arrivent même plus à vivre. Même ceux qui travaillent commencent à découvert, finissent à découvert. Les gens sont en train de mourir à petit feu. Même si certains peuvent avoir des recours, vous avez des mairies qui disent « Écoutez, on est désolé, on ne peut vous donner que 15 € par mois en ticket pour aller à Auchan ou autre. Donc 15 € pour manger, je vous garantis qu'il n'y a rien. Et quand vous voyez votre panier donc, de courses avec l'essentiel, avec une TVA à 24%, il y a des choses à faire. La dérégularisation des prix fait partie. On a le magasin Aldi à Bolène qui aide les gens. Tous les invendus, ils nous les donnent au QG pour aider les gens qui n'ont rien à manger. Mais c'est pas normal. Ils ne devraient pas avoir à le faire. C'est comme ça que les gens ils arrivent à survivre. Moi également. C'est de la charité. Et puis il y a une action ski. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils ont diminué maintenant. Avant, ils donnaient beaucoup. Et maintenant, ils ont diminué parce que. Et parce que je crois qu'il y a beaucoup trop d'années où nous sommes devenus très individuels et égoïstes. Avant, on aidait son voisin, on prêtait une tomate, une pomme de terre, voilà. Chacun s'entraidait, on est devenu égoïste et en plus, on nous a bien aidés parce qu'on nous a endormis en nous vendant du rêve. Donc là, je parle de la consommation à outrance de produits qui ne sont même pas nécessaires à bien vivre. Et puis nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et j'ai même arrivé à cuisiner donc, le midi et le soir pour une moyenne de 10 à 15 personnes. Oui, sauf qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes des esclaves. Finalement, l'esclavagisme est revenu. Il avait été aboli en 1848, mais il est encore là. Sauf que vous êtes des esclaves modernes aujourd'hui. Vous travaillez uniquement pour payer les taxes qui remontent là-haut. Eux vivent bien. Et vous devez retourner encore travailler. Et vous n'avez même pas la satisfaction de vous dire « J'ai bossé toute la semaine, je vais me faire un cinéma ou un restaurant. » Voilà. Moi, ça fait plus de mois d'avant, je ne travaille plus. J'ai plus de boulot. Moi, je seulement le RSA, 482 €. On vit mieux comme ça, avec les aides et tout, c'est vrai. Hein. Moi, je voudrais rebondir sur le seuil de pauvreté. Vous avez tous nos bonimenteurs qui sont là-haut. Vous savez, quand ils nous comparent l'Allemagne, le chômage, ceci, cela. Je veux dire, en France, il y a 14 à 15% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Mais en Allemagne, où il y a très peu de chômage, 4 à 5%, qui est considéré comme pas de chômage, ça permet de, etc. Mais en Allemagne, ils sont 16-17%. Il y a plein de travailleurs pauvres. Et on nous vante l'Allemagne en disant, vous voyez, il n'y a pas de chômage. Mais on ne dit pas qu'il y a plus de personnes en dessous de pauvreté. On ne s'attaque pas à la pauvreté. Ils nous disent ce qui les intéresse, pas la réalité des choses. Et ça, c'est grave. Et ce sont tous nos politiques, de droite comme de gauche. Alors, en France, le seuil de pauvreté, il est même au-dessus des 15%, parce que comme vous le dites, et vous avez entièrement raison, les chiffres sont truqués. Par contre, je tenais aussi à préciser une chose, c'est que la pauvreté n'est pas que monétaire. Vous avez la pauvreté du logement, l'accession aux études, vous avez les déserts médicaux, les déserts administratifs, et j'en passe des verts et des meilleurs, et tout ça on le sait. La pauvreté culturelle. Ouais. Mais du coup, on sait maintenant que les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, aux limites, le seuil, ça m'énerve de parler seuil, hein,
Mais eh bien, on sait que la première année, s'ils ne s'en sortent pas. La deuxième année, ça continue. Et il y a 5 ans en arrière, il y avait 30% de personnes qui étaient dans cette situation. Maintenant, on est arrivé à 60%. Voilà. Il ne faut pas croire... Il faut pas croire quand même que les gens ne sont pas conscients de ça. C'est vrai que peut-être qu'ils n'osent pas manifester parce qu'ils ont peur. Mais quand même, nous, on sent que le mouvement... Vous savez, on a de quoi être fiers. Je ne sais pas si on arrive à regarder en arrière tout le chemin que nous avons parcouru en très peu de temps. C'est-à-dire que depuis le 17 novembre. Et on a de quoi être fiers. Ce mouvement a réveillé les consciences. Et comme le disait Sophia, eh bien, ce mouvement a créé des familles, des liens et une solidarité qu'il n'y avait plus. Parce qu'il y a beaucoup qui... ne le faisaient plus pour des raisons X ou Y, par peur aussi. Et bien ça, on a de quoi être fiers de nous. C'est quand même ça la France, qu'on fasse venir des immigrants, qu'on leur donne tout, et ils sont incapables de s'occuper des Français. Je pense que là-dessus, les migrants nous coûtent moins que les évadés fiscaux et les entreprises et les CICE. Alors, je veux bien, mais je pense qu'il y a plus de soucis avec l'évasion fiscale, etc., qu'avec les migrants. Ça, c'est évident. Non, mais ce qui est honteux, c'est que les migrants touchent plus que des Français qui sont en situation précaire. C'est-à-dire, il y a beaucoup de vieux qui vivent avec 600, 700, 800 euros, qui ont travaillé toute leur vie, et comme eux, plus ou quoi, assumer un logement décent et une nourriture décente, on ne parle pas du superflu. Hein. Dès que ces gens-là arrivent, c'est bien. En France, on a toujours été un peuple d'accueil. Hein. On a accueilli tout le Maghreb, que ce soit les Marocains, les Tunisiens, les Algériens. Il n'y a pas eu de problème, ils sont intégrés. Les Espagnols sont venus après Franco, ils sont venus, ils ont travaillé, ils ont été intégrés. Les Italiens, c'est pareil. On a eu les Turcs, on a récupéré les boat people, on a toujours récupéré tout le monde. Mais ces gens-là, quand ils sont arrivés pour travailler et ils sont rentrés dans le système de travail. Ces gens-là, ces immigrés qu'on accueille en ce moment, ils ne rentrent pas dans le système de travail. Ils rentrent dans le système assisté direct et un taux qui est insupportable. C'est dangereux. On va le dire à l'autre aussi. C'est pas raciste, je veux dire au contraire. Je veux dire, c'est que la France, on a toujours accueilli les peuples qui avaient besoin. On est sur une thématique ce soir, d'accord, sur la commission juridique pour apprendre quelles étaient nos possibilités pour nous défendre. Oui, pour pas parler d'autre chose. Donc c'est pas la peine de... On est tous au courant, on a déjà discuté lors des assemblées. Ah oui, mais tout à fait. Mais on a déjà discuté lorsqu'il y avait des assemblées citoyennes, tout ça. Bon, on essaie de recentrer un peu les choses. Oui. C'est pas la peine de revenir encore et ressasser toujours une chose, on fait des choses. Alors, juste, je voudrais rajouter une chose, s'il vous plaît. C'est juste une information par rapport à la thématique. Vous avez une page Facebook, c'est Commission juridique, Gilets jaunes Marseille. D'accord, ça vient d'être créé ce week-end, où il y a un avocat justement qui met des textes, des lois, pour vous informer en fait, des possibilités que vous pouvez faire. Notamment, par exemple, si vous êtes en garde à vue, ils veulent prendre vos empreintes digitales ou des prélèvements d'ADN, vous avez le droit de refuser. Ils ont été condamnés par la Cour européenne, justement. Il y a un texte qui stipule que vous c'est un arrêt de 2013. Ah oui, c'est possible. Voilà. Dès lors qu'on considère que les faits ne sont pas très graves et que l'on peut donc se soustraire à cette prise d'empreinte, on peut refuser. Vous serez convoqué pour votre audition concernant ce refus, mais devant un tribunal, ça ne tiendra pas. Alors, je voulais quand même juste rebondir, avant de vous expliquer autre chose, je voulais quand même répondre. On ne peut pas aujourd'hui prôner la fraternité et se dire que c'est pas grave et qu'on ne doit pas aider son prochain. Chaque pays a ses propres ressources. Chaque pays n'aurait besoin de personne pour vivre. C'est bien d'autres pays qui vont piquer les ressources des autres pays. Donc à un moment donné, ça revient comme un boomerang. Ça revient comme un boomerang. Et moi, je ne peux pas, déjà en ma qualité d'avocat, mais surtout en ma qualité de femme, moi, je ne pourrais pas laisser un être humain sur la route, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le motif. Vous répondrez, hein, quel que soit son motif d'arrivée, et encore moins lorsqu'on voit qu'il y a des enfants. N'oubliez pas, allez plus loin dans votre réflexion. Lorsqu'il y a des pays en guerre, c'est qui leur fait la guerre?
C'est pas eux-mêmes. C'est qui va lancer les bombes? C'est qui envoie des mercenaires? C'est qui? C'est pas eux. Donc à un moment donné, c'est normal qu'ils veuillent se réfugier dans un autre pays. Je suis moi-même petite fille de personnes qui ont fui le régime de Franco. Voilà, ils ont apporté quelque chose à la France, et c'est ce que vous disiez. D'ailleurs, monsieur, ils ont travaillé, bien entendu, mais heureusement que la France était là aussi pour les accueillir, ou tout autre pays, pas forcément que la France, mais parce qu'avant tout, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. Et quel que soit le pays, nous ne sommes pas frères qu'en France. Il faut que ça aille au-delà, parce que je vous assure que si en haut, il n'y avait pas de telles dépenses publiques inutiles, et s'ils s'en mettaient pas plein les poches, tout le monde pourrait vivre décemment, y compris dans les autres pays. Et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais fait de politique, que je n'en ferai jamais. Parce que pour moi, les choses, elles sont très simples. Lorsque j'ai un client qui vient me voir au cabinet, qui prend rendez-vous, il me montre son dossier, la professionnelle, c'est moi. Donc, moi, je me dois de le conseiller et de lui dire ce que je vais faire. Ce n'est pas à mon client de me dire « Maître, je veux que vous fassiez ça et ça, c'est moi qui vais rédiger le papier ». Non, c'est à moi de le faire, tout ça. Eh bien, avec l'exécutif, avec les pouvoirs publics, c'est la même chose. On leur donne de l'argent, on leur dit ce qu'on veut, et ça, c'est à eux de trouver des solutions à nos problèmes. Tout simplement parce qu'eux sont super bien entourés. Moi, je suis entourée d'une juriste, et bien eux, ils sont entourés d'économistes, de juristes. Voilà, ils ont des bras droits de partout. Et bien, le porte-monnaie, ils ont qu'à le gérer comme nous, on le gère chaque mois. C'est tout. Voilà pourquoi je fais pas politique. Oui, voilà, donc nous, on n'a même pas à leur apporter des solutions. Je vois beaucoup de gens qui disent « devraient faire ça, ils devraient faire ça », et ça, c'est ce qu'on appelle les mouvements politiques. Mais non, on vous donne de l'argent, hein, faites ce qu'on vous a demandé de faire, c'est-à-dire faites-nous vivre convenablement, et qu'il n'y ait plus de gens qui meurent de faim et de froid, non pas qu'en France, mais sur cette terre, tout simplement. Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'insurrection. Tout à fait. Oui, s'il vous plaît. Non. Bon. Voilà. Je vais vous lire quelque chose que vous connaissez parfaitement bien, je suppose, en tout cas pour ma part, oui. C'est quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré et le plus indispensable des devoirs. Robespierre, je pense que vous le connaissiez. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais d'insurrection. C'est soit effectivement on continue à faire les ronds-points, on continue à manifester et en s'en prendre plein la tête, soit à un moment donné, comme je vous le disais tout à l'heure, on prend les armes. Et lorsque je parle des armes, bien entendu, vous avez bien compris, je ne parle pas des armes, voilà exactement. Des armes juridiques, mais aussi on peut se défendre avec son propre corps. Voilà, on n'est pas obligé d'être armé pour se défendre avec son corps. Voilà. Moi, j'ai mis mon opposition, j'ai fait opposition de mon corps, je me retrouve le 23 avril avec une plainte pour coups et blessures. Et pourtant, j'ai fait juste opposition à mon corps, je n'ai pas touché cet agent de police. Mais c'est pour ça que je parle d'insurrection, parce que si tous les Français, ou au moins une grande partie des Français le font, et qu'on y arrive, qui va être poursuivi? Personne. On demandera même une loi d'amnistie pour les gilets jaunes condamnés dans le cadre des manifestations. C'est tout. On n'est pas assez. Il y a le monsieur qui va intervenir. J'aurais souhaité, je vais le faire, je vous demande pas. Non, mais je vais le faire de façon anonyme parce que bon, j'ai un devoir de réserve. Pour ceux qui me connaissent, donc je m'occupe d'une grosse institution. Je m'occupe d'une grosse institution dans le département de Vaucluse. Ce n'est pas politique, mais ça donne beaucoup d'argent, puisque c'est 1,8 million d'euros de prestations qui sont versées tous les jours. 1,8 million d'euros sur ces prestations. Et je voudrais quand même, excusez-moi, en ce qui concerne les migrants, en ce qui concerne les personnes qui touchent des prestations dans ce pays, sont des personnes qui sont en situation régulière. Lorsqu'il y a des personnes en situation irrégulière, ils ont des aides, mais ce n'est pas à hauteur de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est de la pure propagande qui est faite par des partis politiques pour essayer de salir des personnes. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit.
Moi, je suis originaire du nord de la France. Mes parents, mes grands-parents, ont vécu 2 guerres dans le nord de la France. Ils ont émigré, ils sont partis du nord de la France pour venir dans le sud, dans certains cas. D'autres sont remontés. D'autres ont quitté la France pour éviter d'être tués par la barbarie nazie et autres. Et y compris aussi, quand je parle de la barbarie nazie, j'ai une certaine émotion. Ma mère a vécu des frasques de la milice. Elle avait 14 ans en 1940. Et elle est quittée lui. Alors, je ne peux pas entendre ça. Je préfère... Bon, c'est tout. Mais quand on vous dit que les migrants vont toucher 700, 800 euros, c'est entièrement. Respect, monsieur. Oui, mais ça, c'est... Enfin, C'est pas je voulais simplement dire qu'à chaque fois qu'on aborde le sujet, ça, on ne tombe pas d'accord, mais j'ai plus besoin du micro. Voilà. Donc à chaque fois, c'est toujours pareil. Monsieur annonce des chiffres, il y a d'autres chiffres qui circulent, qui sont dans la presse, on voit bien que des migrants touchent, mais j'ai rien contre les migrants. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est que simplement, à chaque fois que le sujet est abordé, on tombe dans le piège, je suis contre, je ne suis pas contre, alors que moi, je pose simplement une question d'un point de vue économique, puisque on est venu pour le point de vue juridique, mais on aborde le point de vue économique. La question, c'est pourquoi Angela a fait venir tous ces gens. Pourquoi voilà, d'un point de vue économique. Ça, c'est pas juridique, monsieur. Non mais je vais revenir sur la partie juridique juste après. C'est pour essayer de clore le débat sur la question des migrants en disant que du point de vue économique, la masse de ces gens que l'on fait venir chez nous, enfin en Europe, c'est pour tirer alimenter le chômage, et le chômage qui alimente lui-même les salaires les plus bas, etc., etc. C'est pour moi qui le dis, il suffit de lire un petit peu. Voilà. Donc du point de vue économique, je pense qu'on pourrait éviter les guerres de chiffres. Moi je pense qu'il y a effectivement des migrants qui sont alimentés, qui ne sont pas en situation régulière, et qui touchent plus de 800 ou 900 euros par mois. Si, alors, vous allez au conseil départemental et vous allez avoir les chiffres. Non, c'est entièrement faux. Alors là, je peux vous garantir. Bon, c'est pour ça que je ne veux pas rentrer là-dedans parce qu'on n'en sortira pas. Donc, du point de vue économique, moi j'avais simplement une question à poser du point de vue juridique. Ils sont hébergés au Canada, point barre, et plus 0 centime. Voilà comment parce qu'ils ont une durée. Il faut qu'ils soient sur le territoire français pendant une certaine durée pour pouvoir toucher, ne serait-ce que le RSA de base. Ils sont hébergés par le Canada. S'ils sont par le Canada, ne me demandez pas, j'y travaille. Je ne demande rien, je vous demande de clôturer le débat sur la question, c'est tout. Voilà, je voudrais poser donc ma question d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, je voulais connaître juste une question. Que risque un policier, sympathique au demeurant, qui serait condamné pour violence policière par des personnes détentrices d'une autorité publique? Le flic de Nice, voilà, violence volontaire, je crois que le flic de Nice qui a secoué la dame par personne dépositaire. Par personne dépositaire d'une autre qu'est-ce qui risque? Voilà, c'est ça. Alors les peines sont toujours aggravées. Lorsque vous prenez le code pénal, vous verrez que pour les violences volontaires, par exemple, il y a également pour les violences involontaires, mais pour les violences volontaires de la part d'une personne dépositaire de l'autorité publique, les peines sont toujours doublées, y compris les amendes. Mais en parallèle, il y a bien entendu un conseil de discipline avec une convocation et il peut avoir une interdiction d'exercer définitive ou temporaire. Donc c'est bien des condamnations individuelles. Le police, des condamnations individuelles. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Le policier de Nice, à titre individuel, risque ce que vous venez de dire. Exactement. Donc je pense qu'au-delà de l'âme gilet jaune des CRS, dont je ne doute pas, je pense que leur faire prendre conscience de ça, bien à sûr. partir du moment où leur hiérarchie va les lâcher, bien sûr. Ce ne sera pas négligeable non plus. Ou pas. Ils le savent, mais après, quand ils ont envie de taper, ils tapent. Ceux qui ont envie de taper, ils tapent. Après, beaucoup en ont reçu l'ordre. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va aller chercher le supérieur, forcément. C'est compliqué sur le droit de retrait, c'est compliqué notamment la gendarmerie, c'est militaire et les droits de retrait chez eux n'existent pas, ils pourraient, je ne vous dis pas. Mais après pour les policiers, je ne sais pas, mais par contre ce que nous on fait, c'est que dès qu'on s'approche de policiers, on parle du taux de suicide et c'est comme ça qu'on arrive à en discuter avec eux. Depuis 2 ans, il y a 260 personnes qui se sont suicidées. Vous avez certainement entendu, avec leur arme de service, où ils se sont pendus. C'est grave. Vous avez certainement entendu, il y a 2 jours à peu près, une jeune policière qui s'est suicidée aussi.
Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous, on va parler avec des CRS, on leur met toujours ça en avant. On essaye. On ne sait pas. Alors, c'est sûr qu'ils ont toujours des... ils ont toujours un responsable qui, lui, normalement, n'est pas masqué. Un chef de brigade, on va dire. Mais c'est sûr qu'on voit de plus en plus de... On voit de plus en plus de têtes nouvelles, de plus en plus de jeunes au niveau des CRS. Voilà. Après, pour la gendarmerie, c'est l'armée. Voilà. Par contre, je voudrais juste vous dire que ce soir, en fait, nous, on était là aussi pour effectuer une saisine avec vous. Donc, je crois que Jean vous a expliqué un petit peu. Donc, ça serait bien qu'on commence à faire la saisine en direct. Vous voulez prendre le micro, là ? Oui, peut-être. Oui. Alors, juste peut-être avant de commencer la saisine, encore une autre information. J'ai assisté donc hier, par exemple, à encore une réunion sur Marseille. J'ai regardé comment ils procédaient, d'accord. Et je pense que c'est aussi intéressant pour nous d'aller observer justement dans d'autres groupes pour voir leur mode de fonctionnement, d'accord. Par exemple, c'était l'Assemblée Générale, donc en fait ils se répartissent sur toute la semaine suivant ce qu'ils appellent des commissions. D'accord, ça peut être des commissions juridiques, ça peut être une commission d'action, de revendication ou autre chose. Mais chacun, disons, propose une thématique et puis en fonction des affinités et puis de l'intérêt que ça peut susciter, on peut prendre part à ces commissions-là et puis faire avancer les choses. Et la semaine d'après, ils font un peu un récapitulatif de ce qui a été fait. Et comme ça permet au groupe de s'enrichir de ce qui a été fait s'il n'a pas pu participer. Alors, par exemple, il y avait une commission pour les manifestations, d'accord. Ils avaient la possibilité de faire une banderole renforcée, c'est quelque chose, pour se protéger aussi. Une manière aussi d'apprendre, de se déplacer lorsque vous êtes en manifestation, pour éviter que les flics puissent s'infiltrer, d'accord, et puis de casser le mouvement, et puis de choper certaines personnes. Il y a des stratégies à avoir, à comprendre, tout ça. Et je pense que c'est super intéressant, justement, si on pouvait mettre en place justement ce genre de choses dans le Vaucluse, parce que bon, ça semble un peu difficile, mais il faut s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs, justement, pour essayer de renforcer notre groupe. D'accord. Donc c'est une possibilité. Moi j'étais au tour ski, donc pour ça. Après il y a des échanges avec d'autres groupes aussi. Ils sont venus un groupe de Grasse, d'accord. Il y a 2-3 personnes pour présenter ce qu'ils avaient fait. Et c'est comme ça qu'en fait qu'on peut se renforcer. Donc c'est pas pour rien aussi que j'ai essayé de présenter justement Lily avec Sophia aujourd'hui, parce que comme ça elles vont avoir des connexions pour pouvoir s'entraider par rapport à la section à donner en termes de justice. Et nous on devrait s'inspirer, faire de la même façon quoi, au niveau des groupes. Je ne veux pas dire par là qu'un groupe doit prendre forcément le pouvoir sur un autre groupe, non c'est pas ça, c'est juste un échange. Après chacun peut rester dans tel ou tel groupe, mais s'échanger des idées, d'accord, pour justement se renforcer par rapport à voir des stratégies, que ce soit dans les manifestations, que ce soit des revendications et ainsi de suite. D'accord, au lieu de s'étirer la patte, enfin dans les pattes les uns les autres. Et pour finir, avant de passer aux saisines, bon, on parlait de migrants, tout ça, mais je pense qu'en parlant de ça, on se trompe d'ennemis. Oui, tout à fait. Déjà de sujets, mais aussi notre ennemi, c'est pas eux. L'essentiel, c'est qu'ils sont là-haut. Voilà. Exactement. Concernant les informations que l'on peut regrouper, vous avez une personne qui a créé un site, alors je ne sais pas si certaines d'entre vous le connaissent, c'est giletto.org. Donc en fait, ça s'écrit, enfin ça se dit gilet.org, mais ça s'écrit giletto.org. Donc ça c'est un des sites officiels des Gilets jaunes qui relaye pas mal d'informations. Je sais que cette personne-là a beaucoup œuvré dans le mouvement et essaye d'en faire un site officiel d'information. Voilà, il y a des forums d'échange également sur ce site. Il y a des forums qui peuvent être privés, il y a des forums publics.
Voilà, tout est sécurisé. Donc c'est un garçon du Vaucluse qui a lancé ça, je ne sais plus trop d'où il est. Mais voilà, Gileto AU, ça s'écrit gileau.org. C'est ça. Et également, il y a la fac, question auxquelles je réponds. Toute la partie juridique, donc c'est moi qui y réponds. Et ça me permet de ne pas avoir à chaque fois renvoyer la même réponse à 5000 personnes par jour. Et ouais. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai 5000 messages sur Messenger, j'en ai autant sur mon téléphone, plus les notifications, plus les mails, ça fait beaucoup. Voilà, donc j'essaie de répondre assez rapidement, mais c'est difficile. Donc c'est vrai que lorsque vous avez des questions, allez d'abord voir sur ce site gileto.org, voir si elle n'a pas déjà été posée et s'il n'y a pas déjà ma réponse, avant de me la reposer. Ben voilà, donc je vais allumer l'ordinateur et je vais donc donner des papiers. Alors ce que nous avons besoin, c'est éventuellement si vous avez des certificats médicaux, si vous avez pu porter plainte ou pas, si vous avez une plainte, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, ça ne gêne en rien, au contraire, plus on fait d'action et mieux c'est. Et ensuite, on va vous demander un petit témoignage circonstancié des faits. Hein. Si par exemple vous avez des photos où souvent on se fait des selfies sur le lieu, et bien en fait ça permettra automatiquement de vous situer. Si vous n'avez pas voulu porter plainte parce que vous avez peur, mais que vous avez vécu quelque chose ou vu quelque chose, vous pouvez aussi participer justement et apporter votre témoignage. Et c'est important parce que plus on aura d'action, mieux c'est. Après, je vais vous apporter une information. Nous avons la possibilité de monter, donc d'ici quelques temps, on ne peut pas vous préciser la date, à la Commission européenne. Nous allons être auditionnés. Alors, bien sûr, certains diront l'Europe, ça ne sert à rien, soit. Sauf que je rappelle que nous sommes citoyennes et citoyennes européens et que justement, nous y allons aussi pour savoir ce que l'Europe va pouvoir faire. Et après, s'ils ne font rien, et bien, ce coup-là, on pourra crier avec les autres, et bien l'Europe n'a rien fait. Mais je dois vous avouer que nous avons eu également un contact avec la Cour européenne des droits de l'homme et que Macron, avec sa politique de libéralisme, est de plus en plus détesté malgré ce que l'on voit en fait à la télé ou si vous le suivez. Alors, en plus, c'est vrai qu'on ne voit pas souvent. Je reconnais que oui. C'est vrai. Voilà, alors. Alors, si vous pouvez le voir, il faut aller sur le site en fait européen où effectivement vous avez alors les directs ou les voilà, ça vous pouvez. Par contre, c'est vrai qu'il faut choisir et des fois selon les jours, vous avez par exemple des plénières, des fois vous avez que le Parlement et donc c'est vrai qu'il faut tomber au moment, mais par contre, oui, on trouve souvent sur YouTube et c'est pas mal aussi. Voilà, donc ce que je vais vous demander, c'est qu'on va commencer à faire les choses. Par contre, ce que je demande également, c'est que dans le cadre, en fait, le fait que l'on monte à la Commission européenne, on aimerait que les gens témoignent. Alors, témoignent avec leur nom, leur prénom, leur adresse, donc soit l'email ou le numéro de téléphone. Et comment ça permettra et d'expliquer pourquoi ils sont devenus gilets jaunes, qu'est-ce qui les a motivés. S'ils se sont fait gazer également ou s'ils ont été harcelés. Donc ça, ce témoignage, je vous rassure, vous ne risquez rien. Hein. C'est des témoignages qui vont rentrer dans le dossier de la commission. La finalité de tout ça, je vous le dis, c'est que la Cour européenne se saisisse de cela, puisque nous avons des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Et ensuite, nous allons également redéposer des dossiers donc individuels à la Cour européenne de la Ligue des droits de l'homme. Parce qu'apparemment, il y a eu des choses qui ont été mises collectivement et c'est en cours, mais ça ne fonctionne pas tellement. Donc nous, on va y aller pour redéposer. Ouais. Il y avait un monsieur qui voulait parler. Il y a un monsieur. Il y a également sur Facebook une page SOS ONU. Oui. SOS ONU officielle. Donc, moi, voilà, si vous les connaissez déjà, ils ont, et eux, ramasser également énormément d'informations, donc rapprochez-vous. Alors, en Vaucluse, je pense que c'est toujours Chirel David qui gère cette page. Oui, c'est toujours Chirel David. Oui. Voilà, donc une personne qui se nomme Chirel David
qui récolte toutes ces informations. Moi, je vous incite également, lorsque vous avez des vidéos, vous partez en manif ou que vous voyez des méfaits, de taguer le groupe, je ne sais pas si c'est un groupe ou une page SOS ONU officielle ou également Chirel David, parce qu'elle va se charger de récupérer les vidéos et de les apporter également à l'ONU. Donc en collaboration étroite avec vous, ça peut être des dossiers complémentaires. Excusez-moi, juste Chirel, ça s'écrit comment? Et est-ce que vous avez les coordonnées? SHIRE2LE. SHIRE2LE. Ok. Voilà. David, c'est ça. Par contre, pour revenir sur autre chose, pour embêter nos députés, nos élus, nos préfets, le président, le Premier ministre, vous pouvez également les interpeller en les taguant sur Facebook. Un petit @ Christophe Castaner. Vous allez mettre votre message derrière. Alors, c'est pas lui qui le lit, mais c'est un de ses collaborateurs. Mais c'est lui. Je vous le dis, moi j'ai interpellé énormément de députés, j'ai interpellé le Premier ministre. Bon, après, ça, c'est pissé dans un violon, hein, ils s'en foutent. Mais dans tous les cas, ils sont quand même embêtés par les messages qu'on peut leur envoyer.